marché. C'est bon, ça marche. Désolé pour ce contretemps. Merci encore, Adil. Ah, Voilà. Et bon, il y a la bon courage. merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est, comme il a précisé, vous voyez l'écran, je pense. C'est bon, vous avez l'écran? Je pense que oui. Oui, oui, moi j'arrive à le Voilà, voir. Oui, oui. donc voilà, aujourd'hui, ça va être l'ISIP, ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement. Comme ce que j'avais cité la dernière fois, lors de la séquence sur les ERT, établissements assurant du travailleur, j'avais signalé qu'on peut avoir un établissement recevant du travailleur en tant qu'atelier, usine ou unité industrielle. Mais des fois, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut basculer sur une réglementation régissant la protection des personnes et des biens, ce qu'on a vu tout au long des séquences ensemble, et pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour l'environnement. Il faut savoir que la réglementation marocaine régissant cette partie des bâtiments, elle est vraiment vide juridiquement. Pourquoi? Parce qu'on a une réglementation, ce qu'on va voir, on a une réglementation 1914, cette réglementation sédentaire de 1914 qui a été modifiée en 1933 et depuis, plus rien. Ce derrière de 1914, il porte la réglementation des établissements insalubres. Ça veut dire qu'il nous dit, voilà, les établissements insalubres et incommodes ou dangereux. Et on a une espèce de nomenclature, une liste des établissements qui sont considérés comme insalubres, incommodes ou dangereux. Et après, en 1933, ça a été modifié. Ça a été modifié, ce qu'on appelle en 1933 l'arrêté de Vizériel, portant classement des établissements insalubres commodes. Donc, ça a été juste modifié un petit peu, mais il n'y a pas eu un développement réglementaire concernant ce type d'établissement. Et après, bien sûr, on va voir les deux aspects de 1914 et 1933 dans le cadre réglementaire marocain. Et après, bien sûr, là, on est obligé d'aller chercher une réglementation étrangère qui est la française, puisque c'est la réglementation qui se rapproche le plus voilà, à nous. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a un vide juridique concernant cet aspect. Donc, après, on va taper sur la réglementation la française, qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il nous dit le 1914 ou bien le 1933 qui a été modifié? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne un champ d'application. Le champ d'application, c'est les usines. Voilà, c'est les usines. Tout ce qui touche à tout ce qui peut engendrer un danger ou problématique en termes d'environnement. Donc, ça veut dire que ce que je disais, c'est qu'on va combiner la protection des personnes et des biens et de l'environnement aussi. Donc, tout ce qui est usine, atelier, dépôt, chantier, d'une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients. On va voir voilà, ça c'est l'aspect réglementaire, ça c'est la définition marocaine. Mais ça, bien sûr, c'est la définition aussi dans les ICP aussi, ce qu'on va voir. Hein. Ou bien ça peut être agricole, ça peut être. Donc, on va prendre tout ce qui touche par rapport à une activité qui concerne soit par rapport à la substance utilisée, ça veut dire qu'ils vont utiliser comme matière première une substance qui va engendrer des problématiques et voilà, qui est classée en termes de classement marocain de 1933 ou bien sur les installations classées pour l'environnement pour le classement français. La classification marocaine. On va rester juste un petit quart d'heure sur la classification marocaine, comment ça se passe. Toute unité industrielle qui veut s'installer sur une zone industrielle ou une zone franche a l'obligation de passer par un classement, ce qu'on appelle un classement. Un classement réglementaire. Le classement réglementaire, ça veut dire que c'est le ministère de l'Équipement qui délivre ce classement. Pourquoi? Parce que la réglementation marocaine se base sur 3 classements. Classe 1, classe 2, classe 3. Donc voilà, c'est ça les établissements. Ils sont divisés en 3 classes. Les premières classes, ce sont des établissements abritant des installations qui représentent un danger grave. Ça veut dire, dans le 1933, on a une espèce de tableau qui nous donne la spécificité, qui nous donne un classement par rapport à l'activité ou par rapport à la substance, la quantité des matières stockées ou la quantité des matières utilisées qui sont susceptibles de créer une problématique en termes d'environnement et de personnes aussi. Donc, ils sont classés en premier caté. Le premier caté qui engendre beaucoup de choses derrière. Mais ce n'est pas détaillé. Ça, je parle toujours de la réglementation marocaine. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre un dossier à déposer
pour avoir une autorisation d'être installé en tant que classe 1 sur ce territoire. Nature et importance des activités. Le premier point. Donc, il nous faut une explication ou une description sur la nature et l'importance de l'activité. Il nous faut un rubrique de classement. Le rubrique de classement, ça veut dire qu'il faut faire une demande auprès du ministère de l'Équipement. C'est le ministère de l'Équipement qui délivre le classement d'un établissement. Ça veut dire qu'on fait une demande tout simplement avec une l'entête de l'entreprise et on spécifie soit l'activité, soit les substances utilisées. Soit c'est des substances. Il y a un micro. Il y a un micro qui est allumé. Il y a un micro qui est allumé. Oui, sachez d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, l'assistance, pour qu'on puisse profiter au mieux sans interruption. Adil, je vous ai donné la main même pour couper les micros au cas où il y a un problème. Vous allez trouver la liste des participants. Voilà. Bon, voilà, je pense que c'est réglé, on peut continuer. Voilà. OK. Donc, je disais, pour le classement, la classe 1, donc on fait une espèce de demande avec une tête dans l'entreprise, avec une demande. Et sur cette demande, qu'est-ce qu'on met? On met l'activité et on met les substances utilisées, la quantité de chaque substance utilisée. Soit c'est des substances rentrant dans la fabrication du produit fini, soit c'est des substances en se mélangeant, donc rentrant dans la fabrication avec la matière première et sortant avec un produit fini à la fin. Donc, soit c'est la base, donc un produit matière première, soit c'est une autre matière rentrant dans la fabrication. Donc, on donne la quantité, et à partir de cette quantité, par rapport à un classement défini, ce que je vous ai dit tout à l'heure de 1933, une espèce de rubrique, ça nous donne une espèce de classement, un classement par rapport à la quantité. Et après, à partir de là, on vous classe. Donc, l'entreprise, elle est classée, l'unité industrielle est classée classe 1 ou classe 2 ou classe 3. Donc, à partir de là, donc on est parti sur la classe 1. La classe 1, ça engendre beaucoup de documents à faire. Donc, la nature et l'importance de l'activité, ça nous donne le rubrique de classement. C'est ça la demande qu'on fait auprès du ministère de l'Équipement. Et après, ça nous renvoie systématiquement sur une étude d'impact pour l'environnement. Donc, ça, c'est systématique, même si l'étude d'impact, elle est régie aussi par une nomenclature qui impose par rapport à l'activité d'une entreprise d'avoir une étude d'impact ou pas. Donc, ça, c'est systématique. Si l'entreprise, elle est classée, classe 1, systématiquement, elle a l'obligation d'effectuer une étude d'impact pour l'environnement. Et après, on a une étude de danger, ce qu'on appelle une étude de danger. Une étude de danger où on prend tous les aspects, que ce soit extérieur, intérieur, qui sont susceptibles de créer une problématique dedans, sur l'entourage et sur un rayon défini. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de danger. Ce qu'on appelle le POI aussi. C'est la base du POI, le plan opérationnel interne. Et après, la répertoriation des moyens d'intervention, ça veut dire on répertorie le moyen matériel et le moyen technique. Ça, c'est la classe 1. Donc, ça engendre beaucoup de choses. Ça engendre beaucoup de documents, beaucoup d'études derrière. Mais par contre, si on est classé classe 2 ou classe 3, ça engendre rien du tout. Pourquoi? Parce que la classe 1, c'est le plus dangereux. La classe 2, c'est la moyennement dangereux. Et la classe 3, c'est le risque faible, ce qu'on appelle le risque faible. Risque important, risque moyen et risque faible. Ça, c'est la classification marocaine. On part sur ce principe. Mais derrière, dès qu'on est classé 1 ou bien classé 2 ou 3, on n'a pas une réglementation spécifique qui aboutit sur des obligations de matériel, par exemple des installations qui peuvent concouronner la sécurité au sein de cet établissement. Donc, on n'a pas de ce côté-là, on a un vide juridique. Donc, on est systématiquement, on se rabat sur la réglementation française afin de définir les 3 catégories, puisque dans la réglementation, ce qu'on va voir sur la réglementation française, ça diffère en termes d'appellation. Nous, Maroc, classe 1, classe 2, classe 3, et la réglementation française, ça diffère en termes de classification, ce qu'on va voir. Donc, c'est ça la réglementation marocaine, comment elle est régie. 1914-1933, ça a été changé par rapport aux insalubres. Classification, ça nous renvoie sur un classement 1, 2 ou 3. Il faut savoir que dans les plans d'aménagement, il y a des plans d'aménagement dans des villes comme Casa, le Grand Casa, ils interdisent carrément, Casa, je parle Casa, ils interdisent carrément la classe 1. Donc, systématiquement, ils les renvoient sur le JAF, par exemple. Tanger, non. Tanger, on a la classe 1 aussi, elle n'est pas susceptible d'être mise, par exemple, d'être sur les zones industrielles. Par contre, dans les zones franches, oui, mais par contre, dès qu'on parle de zones franches ou de zones industrielles, systématiquement, on parle d'une zone dédiée
à ces établissements, donc systématiquement, on n'aura pas de problématique. Donc, ce que je disais là par rapport à la réglementation marocaine, on part sur la réglementation française, puisque c'est tout ce qu'on a dans la réglementation marocaine. On a juste une rubrique qui nous classe, qui nous donne une nomenclature. La nomenclature nous renvoie sur un classement, classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, ça nous renvoie sur des études de danger, impact d'environnement et le matériel et l'humain, le moyen humain, le moyen technique qu'on a pour voir, pour réduire, mais on n'a rien derrière par rapport à une stabilité feu. Si on veut parler de stabilité feu, on n'en a rien sur la réglementation marocaine concernant ces classements. On n'a pas par rapport aux matériaux utilisés, par rapport à la construction, les façades, tout ça, on n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'on se rabat sur la réglementation marocaine, française, afin d'avoir une réglementation régissant ce type d'établissement. Dans la réglementation française, ce qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour l'environnement, on les classe. Ils sont classés soit par substance, soit par activité. Si on part sur les substances, ils sont partis sur des espèces de rubriques, ce qu'on appelle les rubriques avec un numéro, une numérotation. Par exemple, là, sur le classement de substances, je vous ai fait un petit résumé. Et après, on va faire un petit exercice sur un site spécialisé. Et je vais vous montrer comment on va chercher l'information facilement afin de savoir sur quelle unité on va. Donc, le classement par substance, soit c'est des substances qu'on utilise au sein de cette unité, qu'elle soit à gaz à effet de serre, c'est la rubrique 11 par exemple, ça c'est des exemples, explosifs, inflammables, on peut utiliser des produits inflammables, combustibles, ça rentre dans les entrepôts par exemple, les entrepôts de stockage, la logistique, tout ce qui est logistique, ça rentre dans le combustible, la rubrique 15, ce qu'on appelle la rubrique 15, tout ce qui est inflammable, la rubrique 14, ça peut être les unités pharmaceutiques, par exemple, le corrosif, rubrique 16, les radioactives, et radioactifs, c'est interdit. Hein. Le solvant organique, c'est la rubrique 19. Ça, c'est par rapport à la substance. Ça veut dire que là, on va juger concernant la substance. Et après, là, sur le deuxième classement, on va juger par rapport à l'activité. Ça veut dire c'est l'activité qu'on va analyser par rapport à une classification réglementaire. Par exemple, une activité agricole comme l'élevage, par exemple, on va prendre en considération l'élevage agroalimentaire, la transformation d'un produit en agroalimentaire. Donc, on va voir, par exemple, le lait en poudre aussi, il a une spécificité et il a une classification réglementaire qui renvoie sur des obligations réglementaires. Ce qu'on va voir, quelques exemples, les textiles, cuir, peau aussi, tout ça engendre un danger pour. Bien sûr, il y a la prévention des risques professionnels, il y a la prévention de l'environnement. Donc, ça peut engendrer des problématiques en termes d'environnement. Ça veut dire tout ce qui est assainissement, tout ce qui est de l'air, bruit. Donc, voilà, c'est ça un petit peu ce qui encadre l'environnement. Bois, papier, donc c'est une rubrique de 24, par exemple. Les matériaux minéraux, rubrique 26, 25, et après chimie, déchets. Donc, ça, c'est les rubriques. C'est juste pour vous expliquer qu'on part sur les substances. Soit on utilise une substance qui est dangereuse en termes de stockage ou en termes d'utilisation, soit on part sur l'activité qui est l'activité elle-même, elle est dangereuse. Donc, à partir de là, on regarde par rapport à tel ou tel classement, ce qu'on va voir après. Donc, là, juste pour classer les deux classements, soit par rapport à la substance, soit par rapport à l'activité. Si on part sur les installations seront soumises et classées selon la quantité, ce que j'ai dit tout à l'heure, la quantité de substances utilisées, ça veut dire combien j'ai de quantité qui va me renvoyer sur un classement défini, soit par rapport au volume stocké, ce qu'on va voir par rapport au 15-10, le volume stocké, soit par rapport à la puissance des machines. Et des fois, c'est la puissance électrique des machines utilisées qui nous renvoie sur une classification réglementaire plus contraignante. Donc, à partir de ces 3 points, soit la quantité de substances utilisées, soit le volume de stockage, soit la puissance des machines, la puissance électrique. Ça nous renvoie sur 3 classifications, ça parle française. La marocaine, on a parlé de classe 1, classe 2, classe 3. Là, on va parler de la réglementation française, c'est l'enregistrement, autorisation et déclaration. Si on part sur le faible, le moyen et le plus important, donc on part sur déclaration. La déclaration, ça veut dire qu'on est sur soit une substance qui est moindre, qu'on rentre juste avec le seuil, donc on est sur le risque moyen.
Si on part sur autorisation, ça veut dire on est sur un risque important. Et si on part sur enregistrement, on est vraiment sur un risque très important. Donc, le plus élevé, c'est enregistrement. Donc, c'est ça la classification française. Et on a, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, la classification marocaine, c'est classe 1, 2, 3, mais on a un vide juridique derrière. On ne sait pas ce qu'on va mettre. Si on est classé telle ou telle classe, qu'est-ce qu'on va mettre derrière comme moyen puisqu'on n'a rien. Donc, c'est pour ça qu'on se rabat sur la réglementation française. La réglementation française. Donc, l'exemple, on va faire quelques exemples pour juste voir un petit peu. Si on prend les entrepôts, puisque la logistique, il y en a beaucoup, et ça se montre de plus en plus, la logistique, ce qu'on appelle voilà, les entrepôts de stockage. Les entrepôts de stockage, ils sont régis par une rubrique, ce qu'on appelle le 1510. Le 1510, c'est ça, c'est la rubrique française. L'entrepôt couvert, installation prévue ou une toiture dédiée au stockage. Donc, ça, c'est la définition. Quand on rentre, quand on remplit cette définition, donc on rentre sur cette classification. Mais dans cette classification, il me faut 2 critères. Il faut que j'ai mon stock dans mon dépôt, donc la matière stockée, elle dépasse les 500 tonnes. Après, le premier point. Et le deuxième point, il faut que je dépasse un volume de 5000 mètres cubes. C'est-à-dire, je prends ma surface, je multiplie par ma hauteur, donc je vois mon volume. Si mon volume ne dépasse pas les 5000 mètres cubes, je ne rentre pas dans cette classification qui est la rubrique 1510. Donc, je sors à partir de là, on traite cet établissement comme si c'était un entrepôt, entre guillemets, normal, dépôt. Donc, on met les moyens adéquats par rapport à une analyse des risques. Là, on rentre carrément dans l'analyse des risques. Pourquoi? Parce qu'on ne franchit pas le seuil. Le seuil, c'est 2 critères. Les 2 critères, c'est quoi? C'est les 500 tonnes et les 5000 mètres cubes. Si je n'ai pas un des 2 critères, je ne rentre pas dans cette classification. Donc, systématiquement, on rentre dans l'analyse des risques. Donc, un petit peu c'est un petit peu comment ça se passe en termes de classification, en termes d'études. Donc, comme c'est ce que vous voyez ici, par exemple, là, le C, on est sur déclaration, ça veut dire le moins contraignant. Le moins contraignant, dès que je dépasse les 5000 mètres cubes, donc ça peut arriver, hein, 5000 mètres cubes, 500 mètres carrés, 10 mètres de hauteur, je suis à 5000 mètres cubes. Bim, je rentre. Mais est-ce que j'ai 500 tonnes ou pas de stockage à l'intérieur? Si je n'ai pas, ben, je ne rentre pas. Donc, si j'ai les deux configurations, ben, systématiquement, je rentre dans la déclaration. La déclaration, c'est entre 5000 mètres cubes et 50 000 mètres cubes. Si je dépasse les 50 000 mètres cubes, je suis entre 50 000 et 900 000, je rentre dans l'enregistrement, et ainsi de suite. Donc, plus je monte dans le volume, donc on a une espèce de fourchette réglementaire qui nous fait passer d'un classement à un autre plus contraignant. Donc, et bien sûr, ce qu'on va voir après dans le site, ce qu'on va voir, c'est que cette contrainte, ça engendre bien sûr une réglementation plus contraignante en termes de matériaux utilisés, en termes de recul, en termes des enfumages, des moyens, de tout ça, dans ce qu'on va mettre. Plus on augmente en termes de classification, plus bien sûr ça engendre les moyens adéquats pour diminuer le risque de concouru. Donc ça, c'est en termes de dépôt. Ça, c'est le premier exemple. Après, j'ai mis un deuxième exemple en termes d'activité. Si on prend comme activité, ce qu'on voit le plus souvent sur les zones franches, c'est les matières plastiques. Est-ce qu'on va utiliser le plastique, les caoutchoucs? Donc voilà, c'est le caoutchouc, la transformation. Parce qu'on a 2 catégories. Soit on transforme le polymérès, donc le plastique, le caoutchouc, on le transforme sur une matière, sur un produit défini, sur un produit fini, soit on le stocke. Donc, c'est 2 choses différentes. Donc, je peux avoir les 2 réglementations. Je peux avoir 2 réglementations définies, soit en matière de transformation et en matière de stockage. C'est 2 réglementations différentes. Donc, là aussi, la même chose. On parle de quantité produit jour. Donc, combien on produit journalier. Donc là, on parle de supérieur à 1 tonne jour. Ça veut dire, si l'unité industrielle, par exemple, vous nous dites, on a l'unité industrielle, la descriptif, elle utilise les matières premières, c'est les plastiques, caoutchouc. On va vous demander la production journalière. Si vous dépassez les 1 tonne, donc systématiquement, on rentre dans cette catégorie d'établissement. Si on dépasse pas, si la production elle dépasse pas 1 tonne au jour, systématiquement, on ne rentre pas dans cette classification
et on se rabat sur les ERT, les établissements recevant du travailleur. Et on va traiter l'unité industrielle autant qu'établissement recevant du travailleur, comme l'administration. Donc, ça va être moins contraignant. C'est pour ça que des fois, on chapeaute. C'est ça ce que je disais la dernière fois. Donc, vraiment, on se balance. Des fois, sur des chiffres pareils, on se balance entre l'ERT, entre établissement sur du travailleur, et entre ce qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour l'environnement. C'est ça ce qui est un petit peu. Donc, juste pour comprendre, voilà, c'est ça. C'est les trois classifications, déclaration, enregistrement et autorisation. Comment on passe d'un élément à un autre, ça dépend de la production. Et après, ça change. Ça change par rapport à chaque élément. Après, on va voir. Là, on va partir sur le site pour voir un petit peu comment on fait. Donc, ça aussi, c'est un site. Voilà, il est gratuit, donc on peut l'utiliser. C'est juste là, on va sur le menu, par exemple, et on va, voilà, les ICPE, les installations classées pour l'environnement, les ERP qu'on a vus, pareil, les menus, on va voir la disposition générale et la disposition particulière, les UGH qu'on a vus, le code du travail, les ERT, et après on va sur les ICPE. Si on va sur les, les, les substances, les substances utilisées, pareil. Là, on a dit tout à l'heure, par rapport, on va sur ce qu'on voit souvent sur les unités industrielles, c'est les entrepôts. Les entrepôts, voilà, on a les entrepôts couverts, ce que je disais, voilà, 15-10. Là, je clique là-dedans, je tombe ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça veut dire classification. Si je suis à 5000 m3 ou je suis moins de 50 000 m3, si je suis dans la déclaration, je clique là-dedans. Et là, j'ai toutes les obligations réglementaires régissant cette classification. Donc, régissant cette classification, je pars. Là, je descends, et là, j'ai carrément la disposition générale. Là, je descends, et après, j'ai l'implantation. Voilà, règle d'implantation. Et dans l'implantation, ça nous donne les voies. Les voies et la distance à respecter entre élément et élément, entre votre unité industrielle et un ERP, par exemple, de 5e cadet, s'il y a des bureaux, s'il y a un resto, par exemple, s'il y a un resto, un café juste à proximité dans les zones franches. Donc voilà, il faut toujours une distance, on demande une distance. Et après, au-delà, après l'accessibilité. C'est là. Pardon, Excusez-moi. pardon de vous couper parce qu'on on ne voit pas, on ne voit que le contenu du PowerPoint, pas Exactement. le contenu du site. Voilà, Ah, ok. Donc, en ça fait, n'était pas partagé. vous devez faire, non, vous devez faire partager tout l'écran. Voilà. Ah, Et ok. pas seulement l'écran du PowerPoint. Voilà. Là c'est bon? Là, Non, c'est bon? non, pas encore. Non, non. Ah, c'est bon. Ok. Maintenant, c'est bon. Excellent. Voilà, on voit exactement. Et là? Non. C'est bon. Exactement. Là, c'est bien. Là. Moi, je veux celle-là. Voilà, sitesécurité.com. Eh Voilà. bien, super. Eh ben, super. Mais Donc, on a voilà. bien saisi voilà, sur le site sur sitesécurité.com. Voilà, le site sécurité.com. C'est à partir de Génial. ce site. Je vous laisse continuer. OK. Donc là, vous voyez un petit peu. Donc là, on part, comme je disais tout à l'heure, là, je prends par rapport à la quantité que j'ai stockée. Par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on dépasse les 5000 m3, toujours les 500 tonnes. C'est les deux critères pour rentrer dans cette réglementation. Et à partir de là, je vois par rapport à mon volume. Et après, je bascule sur une réglementation définie qui me régit, soit déclaration, soit enregistrement, soit autorisation. Et comme je disais là tout à l'heure, je suis parti sur la déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Si vous regardez cette page aussi, où il faut que ça partage. Donc là, on part et après, on a tout. On trouve tout. Dès qu'on clique sur cette réglementation agissant, systématiquement, on part sur tout. Surtout les premiers articles. Les premiers articles où ça vous donne les dispositions réglementaires en termes de sécurité incendie. Mais si vous descendez tout en bas, là, on va rentrer carrément dans l'étude d'impact pour l'environnement. Donc, les obligations réglementaires régissant l'étude d'impact pour l'environnement. Donc, voilà, c'est là où vous avez les deux paragraphes. La première paragraphe, c'est concernant la sécurité incendie, et après l'étude d'impact pour l'environnement. Si on part, par exemple, je reviens sur le plan, là, hop, donc là.
c'est ça. Donc, je reviens sur mon départ. Pourquoi il me sort ça? Voilà. Là, il me sort chaque fois ça. Bon, je vais récupérer ça. Hop, voilà. Donc là, on part. Là, je reviens sur le point de départ, le point de départ du 15-10, la rubrique 15-10. Et là, on regarde aussi. Si on a des entrepôts frigorifiques, ça change. Là, on part carrément sur le 15-11, par exemple, et ça nous renvoie sur voilà, les obligations réglementaires. Ça veut dire pareil, si on parle du volume aussi. Donc, on parle du volume. Si je suis à 50 000 mètres cubes ou je suis en dessous, supérieur. Là, vraiment, ça change. Si je suis en supérieur ou inférieur. Bien sûr, il y a des réglementations qui régissent les entrepôts frigorifiques et ainsi de suite. Donc ça, concernant la partie substance. Si je pars sur la partie activité, pareil, je reviens sur mon site ICPE. Je vois là, on l'avait, c'est bon. Donc là, je regarde si je suis sur une activité agricole, agroalimentaire, textile, ainsi de suite. Si je pars sur une agroalimentaire, par exemple, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est vraiment de l'élevage. Et là, on regarde par rapport à ce qu'on a comme agroalimentaire, comme agricole. Et après, si on part plutôt, ce qu'on voit souvent sur les unités industrielles, c'est tout ce qui est agroalimentaire. Donc, si on va sur, par exemple, sur tout ce qui est produits laitiers, produits alimentaires d'origine animale ou produits alimentaires ou lait ou produits issus du lait, ben, c'est ça. Tout ce qui font les fromages, le lait, les yaourts, tout ça, donc on part sur cette réglementation. Les produits issus du lait. Là, on parle carrément du lait, du produit. Ça veut dire la quantité de la poudre stockée. Donc là, on va parler carrément. Là, c'est vraiment, c'est très, 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 c'est rare qu'on se rabat, qu'on tombe sur cette réglementation, puisque là, on est à une quantité qui est vraiment très, 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 très supérieure, qui est 7000 litres jour. Donc c'est vraiment, il faut avoir une unité industrielle qui est très, très énorme pour avoir les 7000 litres jour de production, afin de rentrer dans cette catégorie de réglementation. Donc, l'objectif voilà, de ce site, c'est juste vous montrer comment aller chercher l'information, comment ça se passe dans ce type d'établissement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le type de ce type d'établissement, dans la réglementation marocaine, on a classe 1, classe 2, classe 3. Et cette classification, ça vient du ministère de l'Équipement. Et après, on se rabat sur la réglementation française. Et ce site nous aide pour notre étude afin de classer l'établissement, soit par rapport à la quantité stockée, par rapport à la substance stockée ou utilisée, ou bien par rapport à l'activité. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, soit l'activité, soit la substance utilisée. Donc là, après, si on peut aller voir, on va changer un petit peu. On va aller sur, par exemple, on revient sur ce qu'on voit souvent, c'est les entrepôts. On revient sur les entrepôts parce que c'est les choses que, voilà, si vous voulez autre chose, on peut aller voir d'autres activités ou d'autres. Donc, si on va sur les entrepôts, par exemple, les entrepôts, on va voir les obligations réglementaires. On revient sur ça. On a fait un petit gymnastique là pour aller voir comment on cherche l'information. Après, on va là, on va directement pour voir ce que la réglementation même pose. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a l'accessibilité en termes de voies pompiers, la distance entre mon unité et une unité adéquate, donc les voies engins, ce qu'on appelle les voies engins, et l'aire de stationnement et ainsi de suite. Mais par contre, là, on va voir par rapport aux matériaux, l'accès issu des déchetteries, documents, dispositifs constructifs. Là, pour les dispositions constructives, là, on va vous demander une stabilité au feu. Il faut savoir que la stabilité au feu dans les entrepôts, par exemple, la plupart des unités industrielles, c'est vraiment, on parle de R15. R15, c'est ça, c'est un quart d'heure, tout simplement. C'est vraiment la stabilité au feu dans la plupart des unités, sauf si on tombe sur une substance et une classification
qui est très, très supérieure, qui est très dangereuse, là où il nous impose, il peut y avoir que dans une unité industrielle, où il nous impose une stabilité de feu une demi-heure, voire 1 heure. Donc, ça dépend de la classification de mon unité en termes de substance ou en termes d'activité. Là, pour les entrepôts, c'est un quart d'heure. Après, on part sur tout ce qui est désenfumage. Là, c'est une spécificité des entrepôts. La spécificité des entrepôts, c'est que, comme ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur les ERP, les établissements de service du public, ou les ERT, établissements de service du travailleur, on parle de 1%. 1% de la surface à désenfumer quand je dépasse les 300 mètres carrés, rez-de-chaussée étage, ou bien 100 mètres carrés au sous-sol. Là, carrément, dans les désenfumages des entrepôts, on parle de 2%. Pourquoi? Parce que là, on parle vraiment de quelque chose qui est très, très, très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on a une espèce de stockage de substances qui est combustible sur une surface définie. Donc, systématiquement, on augmente, on double la surface à désenfumer. Donc, on met 2% utile. Parce que la dernière fois, je n'ai pas parlé utile ou géométrique, parce qu'il y a une différence entre utile et géométrique. Quand on dit 1%, c'est 1% géométrique. Géométrique, ça veut dire que tout le contour, on le prend en considération, le cadre aussi. Mais par contre, quand on parle utile, c'est vraiment l'espace dédié, l'espace ouvert. Ouvert, donc en dehors des espèces de cadres et tout ça. Donc voilà, c'est ça un petit peu la spécificité. Et après, bien sûr, pour tout ce qui est sprinklage et tout ça, le sprinklage, il est obligatoire à partir de, voilà, à 3000 mètres carrés. Dès qu'on dépasse les 3000 mètres carrés, vous avez le choix. C'est comme le parking de stationnement, ce qu'on avait dit la dernière fois. Soit vous recoupez votre parking de stationnement ou l'entrepôt à partir de 3000 mètres carrés, vous mettez un mur qui fait 2 heures et une porte coulissante qui fait 1 heure. Donc, soit vous sprinklez et à partir de là, vous avez une surface dédiée. Donc, il n'y a pas à recouper votre surface. Donc, un petit peu, ça, c'est les petites propositions réglementaires, ce que la réglementation nous propose. En résumé, tout ce qui est ICPE, les installations classées pour l'environnement, ça peut chapeauter en ERT et les établissements de service du public. Donc, comme je disais, donc on regarde, on demande la substance, la quantité, soit l'activité, soit c'est la puissance électrique des machines de presse ou peu importe. Donc, on demande la puissance électrique à partir de ce moment et on regarde si on est régi par cette réglementation ou pas. Si on n'est pas régi par cette réglementation, ben, systématiquement, on revient sur notre réglementation qui est basique, c'est l'ERT. L'ERT, c'est ça. L'ERT, c'est ce qu'on avait vu. Donc, la partie administrative, ça veut dire que là, on revient sur une partie ERT qui est comme l'administration, parce que dans les usines, dans les unités industrielles ou l'entrepôt, peu importe, donc systématiquement, on a une partie qui est dédiée, qu'on va voir si on est classé, si on rentre dans ce cadre de réglementation ou pas, et vous avez une partie administration qui est régie par l'ERT, systématiquement par l'établissement de service du travailleur. Ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport à l'établissement de service du travailleur, si votre unité industrielle, ça ne rentre pas, donc systématiquement, elle est régie par la même réglementation que l'administration. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est un petit rappel, j'ai mis un petit rappel, c'est la hauteur. Dans les ERT, les établissements sur du travailleur, on est pris par la hauteur. Donc, ça, c'est le seuil réglementaire. C'est le plus de 8 mètres ou moins de 8 mètres. Si je suis plus de 8 mètres, systématiquement, je suis contraint d'avoir une stabilité au feu et d'avoir mes escaliers encloisonnés. Si je suis en dessous de 8 mètres, systématiquement, aucune obligation réglementaire, ni de stabilité au feu, ni d'encloisonner mes escaliers. C'est ça ce qui est mis là sur cette paragraphe. Donc, les bâtiments qui sont inférieurs de 8 mètres doivent être conçus, réalisés de manière à résister dans leur ensemble, dans chacun de leurs éléments. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit le règlement? Ça veut dire que si vous êtes moins de 8 mètres, ça veut dire que, votre établissement, il faut qu'il résiste par rapport au climat de cette zone, tout simplement. Donc, par rapport au poids, on va prendre le poids bien sûr en considération, charge climatique. Donc, systématiquement, c'est un quart d'heure. C'est comme les entrepôts, c'est un quart d'heure. Si je dépasse le 8 mètres, systématiquement, là, j'ai une contrainte réglementaire d'avoir une stabilité au feu d'1 heure, mon plancher qu'au feu 1 heure, et avoir mes escaliers qui sont encloisonnés. Pourquoi? Parce que je dépasse les certaines hauteurs. Dès que je dépasse les certaines hauteurs, je passe
d'une voie engin, ce qu'on avait dit la dernière fois, la voie engin, ça veut dire qu'on va utiliser l'engin normal, les pompiers vont venir avec le camion entre guillemets normal. Si on dépasse les 8 mètres, bien sûr que les pompiers vont arriver avec la voie échelle, donc ça veut dire que ça va engendrer plus de largeur, plus d'espace, plus de contraintes. Donc, systématiquement, et même pour l'évacuation, plus on monte en hauteur, ce que je disais la dernière fois, on monte en hauteur, plus le temps il est rallongé par rapport à l'évacuation, plus on met les moyens, que ce soit en termes de stabilité, en termes de protection, et ainsi de suite. Donc, c'est ça un petit peu l'aspect. Je suis revenu sur cette partie-là, juste pour faire un petit rappel par rapport aux ERT, pour pourquoi? Parce que, comme je disais la dernière fois, on chapeaute entre les deux. Soit je suis dans l'ICPE, mais l'ERT, il y est toujours. L'ERT, il est intégré dans tout type d'établissement. On trouve toujours un établissement sur les travailleurs, on trouvera toujours une partie dédiée pour les travailleurs. Comme je disais la dernière fois, les ERP, les établissements sur du public, on a une partie dédiée pour les travailleurs. Pour les usines industrielles, les unités industrielles, les entrepôts, si je suis régi par ce qu'on avait vu par rapport à cette classification, ma substance, mon activité ou bien le produit, la puissance électrique, et je suis régi par une réglementation qui régissant les ICPE, les installations classées pour l'environnement, systématiquement, j'ai une partie URT derrière. Sinon, si je ne rentre pas dans le seuil, ben, tout votre établissement, même si c'est une unité industrielle, elle est régie par une seule obligation réglementaire, c'est les ERT. Là, ça reste la partie, si je suis régi avec deux classifications différentes. Deux classifications d'effets différentes, ce que la réglementation impose, c'est que dès que j'ai deux réglementations qui chapeautent, qui sont contiguës, systématiquement, on a une protection entre les deux. Ça veut dire si votre unité industrielle, elle est régie par les ICPE et votre partie administrative, elle est protégée, les deux, ils ont un mur couvre-feu 1 heure et toute partie communicante, ça veut dire une porte communicante entre l'administration et la partie unité industrielle, ben, systématiquement, elle a une résistance au feu de moitié de la paroi. OK? 1 heure, c'est une demi-heure. OK? Mais chaque fois, c'est tout ce qui touche au dégagement aussi, par rapport au dégagement, donc cette partie administration, elle a ses propres dégagements par rapport à une déclaration de l'effectif et par rapport à une distance à parcourir. Ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport aux ERT. On ne parle pas comme un ERP, établissement au second du public, où on prend une surface par rapport à une activité, on trouve l'effectif, et par rapport à cet effectif, on trouve les dégagements adéquats. Là, non. Là, c'est par rapport à une déclaration de l'effectif, mais on ne prend pas que la déclaration de l'effectif en considération. Pourquoi? Parce qu'il peut l'avoir que l'effectif, il est minime. Donc, ça n'engendre pas une méthodologie ou un calcul que la réglementation nous préoccure dans les ERP qu'on peut utiliser dans les ERT. Non. On prend deux critères. Ça veut dire l'effectif, oui, la déclaration de l'effectif, et on prend la distance à parcourir. Il faut savoir que dans ce que j'avais dit la dernière fois, dans les ERT, dans les établissements sur du travailleur, la réglementation marocaine, elle n'a pas spécifié une distance à parcourir au niveau du rez-de-chaussée. On a une distance à parcourir au niveau de l'étage qui est de 40 et 30, mais par contre, au niveau du rez-de-chaussée, on n'en a pas. Donc, systématiquement, on se rabat sur la réglementation française qui est de 50, 40, 50. Donc, ça veut dire que 50, si j'ai le choix, si je suis au milieu entre deux dégagements au niveau du rez-de-chaussée, ben je peux parcourir jusqu'à 50 mètres. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. Si je suis au milieu, j'ai une sortie à droite, j'ai une sortie à gauche. Donc, systématiquement, ça augmente la distance. Si je suis sur un angle où j'ai qu'une seule sortie à côté, donc systématiquement, ça réduit la longueur ou bien la distance, on passe à 40 mètres. C'est la même chose pour les unités industrielles. Les unités industrielles, le problématique, c'est quoi? C'est que quand on reçoit les plans, on les reçoit vides. Donc, on ne peut pas travailler sur un plan vide. Donc, systématiquement, on demande toujours avec l'aménagement. Pourquoi? Parce qu'avec l'aménagement, on peut calculer une distance à parcourir. C'est ce qui se passe aussi sur les unités. Des fois, on a
il y a des maîtres d'ouvrage qui construisent des unités industrielles X, donc ou bien ils donnent une activité X, mais pour la location plus tard. Ce n'est pas lui qui va exploiter. Donc, systématiquement, la réglementation vous impose un plan d'aménagement, une étude de plan d'aménagement. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là, on va prendre la distance à parcourir, on va prendre l'activité. Si l'activité initiale, elle est faible, et l'activité qui va être exploitée au sein de cet établissement, elle est plus contraignante, ben, systématiquement, il y a des contraintes réglementaires qui vont se rajouter sur le plan initial. En termes de dégagement aussi, si on prend par exemple une unité vide, un espace vide, et on prend par rapport à la distance à parcourir de la ligne, c'est tout droit, mais si vous mettez des machines, un aménagement qui va créer des problématiques de l'alignement qui était pris initialement par rapport à les calculs de dégagement, donc systématiquement, ça peut engendrer d'autres dégagements, l'obligation d'avoir d'autres dégagements supplémentaires par rapport au plan initial. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. C'est juste ça voilà, pour ne pas l'oublier. Donc voilà. Donc la partie, donc l'URT, on a parlé de l'URT, donc systématiquement, on est donc soit on est régi sur deux réglementations, soit on chapeaute sur la même réglementation si on ne rentre pas dans le seuil. OK? Donc après les escaliers, la spécificité, ça je reviens. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'en avais parlé, et après, donc c'est juste la spécificité dans les établissements recevant des travailleurs, c'est les escaliers et les ascenseurs qu'on peut avoir dans le même palier, donc dans la même gamme. Donc ça, c'est une atténuation en termes des ERT, c'est-à-dire établissements recevant des travailleurs, et les escaliers sont cloisonnés à partir de 8 mètres. Si je suis en dessous de 8 mètres, aucun encloisonnement de mes escaliers n'est imposé. Tout simplement. Pourquoi? Parce que si je suis plus de 8 mètres, ben, j'ai une stabilité au fait 1 heure. Si je suis en dessous de 8 mètres, systématiquement, je n'ai pas besoin d'encloisonner mes escaliers puisque la hauteur, elle est moins. Puisque déjà ma stabilité au feu, elle est à un quart d'heure, comment j'encloisonne mon escalier d'1 heure sur une stabilité au feu d'un quart d'heure. Donc, ça ne colle pas. Donc, c'est pour ça que ça mène l'autre. Donc, plus on monte en niveau, plus ça engendre beaucoup de contraintes derrière. Donc, voilà, un petit peu. Ça, je reviens. Donc, voilà. Donc, en résumé, les ICPE, les installations classées pour l'environnement, ça part du principe que soit la substance qui est voilà, la substance, la quantité de substance qui nous renvoie sur une obligation réglementaire, qui nous renvoie sur une classification, soit en termes de déclaration, soit en termes d'autorisation, soit en termes d'enregistrement. Soit c'est l'activité elle-même qui nous renvoie sur ces trois classifications en termes de production journalière et en termes de puissance électrique utilisée. Donc ça, c'est la réglementation française. La réglementation marocaine, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a les trois classements classe 1, classe 2, classe 3, par rapport à une nomenclature de 1933 qui nous renvoie sur une espèce de tableau qui nous classe soit classe 1, soit classe 2, soit classe 3. Et cette classification, c'est le ministère de l'Équipement qui nous délivre à travers une demande manuscrite avec les substances, avec l'activité, une descriptive de l'activité, avec la substance, la quantité de toutes les matières inflammables, susceptibles, combustibles ou autres, régissant notre établissement. À partir de là, on a un classement administratif, classe 1, classe 2, classe 3. Le classe 1, c'est le plus contraignant, ça nous renvoie sur des études, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'étude d'impact pour l'environnement, l'étude de danger et une espèce de scénario combiné entre les moyens humains, les moyens techniques imposés pour pour diminuer un petit peu le risque. Donc, un petit peu ça. Donc, si on est en dessous de tous ces seuils réglementaires, ben, systématiquement, on va traiter votre établissement en ERT, établissement sur du travailleur. Ça va être comme le même classement que l'administration. Et à partir de là, on ne demandera aucune obligation réglementaire d'avoir une résistance au feu entre la partie administrative et la partie unité industrielle, puisqu'ils sont régis par le même règlement, tout simplement. Donc, voilà, en gros, voilà les ICPE. J'ai fait un petit résumé. On a vu la petite gymnastique par rapport au site, comment aller chercher l'information pour voir un petit peu les contraintes réglementaires. Les contraintes réglementaires, c'est toujours soit le recul, soit des fois on a l'enveloppe, ça veut dire toute la façade qui nous renvoie sur une classification des matériaux, ce qu'on appelle le M0, le M1. Donc, on peut tomber sur une classification qui nous renvoie sur une classe, sur un matériau
résistant au feu en termes de façade. Ça peut couper notre unité industrielle en termes de la partie atelier avec la partie stockage, avec la partie administration. Donc, on peut avoir des fois 3 réglementations. On peut chapeauter sur 3 réglementations. On peut avoir l'administration établissement sur le travailleur. Je peux avoir une classification en termes d'activité. Je peux avoir par rapport au produit fini ou la matière première, le stockage de la matière première, la partie de stockage de la matière première ou le produit fini dans une réglementation troisième. Donc, je peux avoir 2, 3 réglementations sur la même unité industrielle qui chapeautent entre elles. Soit une, soit 2, soit 3. Donc, des fois, ça dépend ce qu'on a comme activité. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça, les ICPE. Donc, j'essaie de faire un résumé et de vous apporter les points vraiment, les points essentiels, voilà, afin de comprendre voilà, ce type d'établissement. Donc, chez vous, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, et voilà, s'il y a des interrogations ou quelque chose que j'ai passé ou je n'ai pas bien. Voilà. Bah, bravo, bravo, Siadine. Malheureusement, moi, j'ai beaucoup de bruit de fond chez moi, mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention sur mes écouteurs et on voit très bien où il y a l'intérêt de l'architecte pour aider son client à bien déclarer. Hein. Faut pas se tromper, il faut pas hésiter aussi à déclarer toutes les activités, toutes les formes. Bon, s'il y a des questions dans l'assistance, hein, marhaba bikoum, vous pouvez poser vos questions à Siadil, marhaba. Est-ce que je peux prendre la parole? C'est Adil, Smia. Merci, merci Siadi. Avec beaucoup d'intérêt, on a suivi les présentations au long de ces semaines. On a appris beaucoup avec vous, avec modestie. Moi, je vous interpelle à la كسيدي سميتو الظرف كيتثبت انه نتكلموا على واحد المشكل ديال لو بروبليم دو سيكوريتي surtout dans les établissements publics, dans les usines. On aimerait avoir un mot de من عندكم parce que franchement on est endeuillé aujourd'hui parce qu'il s'est passé hier. Vous voyez bien le résultat de laisser aller, le non-respect des réglementations fait qu'il وصلنا. Généralement, les architectes ou les concepteurs كنكونوا un peu dérangés par la réglementation et on juge qu'elle est contraignante. Mais malheureusement, ملي كيوقعوا des problèmes, عاد تنعرفوا القيمة ديال le respect de la réglementation et pourquoi elle s'impose, surtout dans les lieux publics. زعما لا حول ولا قوة إلا بالله. On aurait pu éviter des problèmes بحال هادو اللي يوقعوا وتكيوقع الفاس في الراس عاد تنقولوا يا ليتني. Donc d'après vous, دابا كاين la réglementation dans sa يعني في les éléments ديالها les plus rigides وكاين اللي متعارف عليه. هاد les lieux publics, هاد les lieux qui sont fréquentés par le public. À défaut de passer de la clandestinité des lieux vraiment qui répondent aux normes à 100%, شنو هي l'alternative? نكونوا واضحين شنو هي l'alternative? Comment atténuer le problème هذا? On ne peut pas passer de la clandestinité la situation réglementaire à 100%. On doit passer par des paliers. كيفاش نوصلوا؟ دابا كلشي كيتسائل aujourd'hui. نكونوا واقعيين حنا مغاربه عارفين طنجة شنو فيها وعارفين الدار البيضاء شنو فيها وعارفين الرباط شنو فيه وعارفين قرية بومحمد شنو فيها. غادي نجيو نقولوا du jour au lendemain on va fermer tous les établissements clandestins. L'économie ديالنا ne peut pas le supporter. Parce que كاين beaucoup de lieux publics qui font vivre des familles. راه هذا لو بوان نوار ديال لا فيلا اتوليي ديال البراس راه كاين منه des centaines et des centaines, si je ne dis pas des milliers, à travers le royaume. Beaucoup d'ateliers clandestins, beaucoup d'unités de production clandestines, beaucoup de lieux de fréquentation de public qui sont clandestins ou qui ne sont pas réglementaires. On est déboussolé. Bon, merci, c'est Adil. Malheureusement, la réglementation, elle est claire.
en termes elle est pas, la réglementation, elle est pas rigide. La réglementation, elle s'adapte par rapport à l'activité et par rapport à l'endroit là où on va mettre notre activité. À partir de là, on part du principe qu'il y a des aspects réglementaires à respecter, que ce soit en termes d'instabilité, l'accessibilité, les façades, et ce qui se passe à l'intérieur, et le nombre de personnes, et l'activité elle-même, c'est quoi? C'est si elle peut engendrer des problématiques en termes de salariés et en termes de voisinage. C'est ça l'aspect réglementaire. Maintenant, les ateliers clandestins et tout ça, j'en ai vu, malheureusement, et il y en a beaucoup, comme ce que vous avez dit. Et la problématique, c'est que voilà, ça va être une hamla, parce que donc ça va être une hamla où on va contrôler l'ensemble, mais cette hamla, il faut qu'elle soit vraiment, il faut que ce soit ce qu'on appelle dans la réglementation française la périodicité. Dans la réglementation française, il y a une espèce de périodicité où chaque type d'établissement par rapport à sa grandeur, par rapport à sa classification, il a une périodicité réglementaire qui a une commission définie par rapport, ça peut être un an, si l'établissement elle est trop contraignante, ça veut dire dangereuse, donc il y a une commission annuellement qui passe pour vérifier quoi? Pour vérifier l'aspect réglementaire s'ils sont respectés, sécuritaire, et surtout la maintenance et l'entretien de toutes les installations qui concourent à la sécurité incendie, si elles sont respectées ou pas, si elles étaient faites ou pas. C'est ça. Et après, on rallonge la durée de la périodicité en termes de par rapport à le risque. Si le risque est moindre, on part sur 3 ans. Si le risque encore il est faible, on part sur 5 ans. Mais on ne laisse rien s'échapper à la commission. C'est ça ce qu'il faut faire, c'est la périodicité. Le problématique, c'est que nous, on a actuellement, c'est on définit les points sensibles, névralgiques sur chaque territoire à travers c'est le gouverneur ou le wali qui définit à travers ses commissions, à travers ses collaborateurs, il définit les points sensibles sur une ville. Et à travers ces points sensibles, donc ils font des visites annuelles, une commission annuelle qui font ces visites. Mais il faut la généraliser, cette partie. Malheureux, c'est malheureux ce qui s'est passé sur ce danger, mais il y en aura d'autres. C'est sûr qu'il y en aura d'autres si on ne fait rien. C'est comme, dès que vous avez commencé à parler, j'ai pensé à ces obligations réglementaires et cet aspect, ce choc qu'il faut que derrière, il y a une réponse politique et sécuritaire. Voilà, c'est ça. J'ai pensé, moi, à la petite Hiba. Je pense que vous vous rappelez, l'espèce de grillage dans les fenêtres. On se bat, la réglementation, vous, les architectes, vous battez que tous les appartements soient accessibles, que les appartements aveugles, qu'il y ait un escalier derrière, et dès qu'il y a un acheteur qui rentre dans un appartement, il nous met les grillages dans les fenêtres et il nous scie l'espèce d'escalier de secours qui donne sur le fond de parcelle. Donc, ce qui s'est passé avec la petite qui est restée coincée avec le grillage qui était mis. Donc, ça, c'est les deux choses. C'est là où on voit quand même que c'est la sensibilisation. On ne sensibilisait pas les personnes. Donc, on n'a pas une sensibilisation à travers les écoles, les lycées, les collèges et même à travers les quartiers et tout ça, à travers les autorités. Il faut que ça commence par le cheikh, le muqaddam, le qaïd. Donc, voilà, ça, c'est des sensibilisations. Et malheureusement, donc voilà, c'est ça. Hein, la réglementation, elle est claire, mais pour attirer l'attention des confrères, la sécurité incendie. Ce que j'ai appris, c'est qu'on essaie un peu de réduire la sécurité incendie au problème de l'incendie et de l'équipement incendie, alors que c'est beaucoup plus général que ça. Surtout ce qu'on néglige, où là, on ne lui donne pas son importance, ou à l'accessibilité et l'évacuation des gens en cas de problème. C'est ça le plus important. Peut-être plus important que le nombre d'extincteurs suffisants, un area, c'est plus important que même le désenfumage. Parce que si les lieux ne sont pas conçus convenablement et d'une façon réglementaire pour accueillir les gens, mais surtout pour évacuer les gens en cas de panique, le problème fait qu'il n'y a pas. On a eu le cas avec l'atelier, c'est qu'on n'a pas pu le secourir. Même les agents de sécurité de la protection civile, ils n'ont pas pu accéder au local. Aucun moyen, ni par fenêtre, ni par porte, ni par le haut, ni par le bas. La sensibilisation aussi. Prière de
d'insister sur le lieu de passage, c'est ça le plus important, les unités de passage, sur les scénarios d'évacuation déjà en cas de catastrophe. Alors, si on veut réfléchir et comprendre la réglementation de la protection incendie ou de l'accessibilité, il faut se mettre à l'idée des scénarios catastrophes. عندي des lieux فيهم des effectifs, je les rassemble, ils vont se bousculer vers un lieu d'évacuation, l'escalier par exemple, ou un dégagement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont être évacués? C'est d'abord le plus important. Merci. Parce que la réglementation française, elle n'est pas basée que sur le matériel. Le matériel, il est là. Ce que je disais toujours, la réglementation française, elle est basée sur le matériel. Il est là juste pour la protection. Il n'est pas là pour. On met pas trop de matériel. Mais par contre, il est accompagné par rapport à une sensibilisation de tout le personnel, par rapport à la formation, la sensibilisation, les consignes et ce que vous avez dit sur les exercices aussi, des simulations, de l'évacuation et tout ça. Donc ça engendre l'ensemble qui fait qu'on a une sécurité. Voilà, global. On peut mettre tout le matériel qu'on veut, mais si on a le personnel qui n'est pas sensibilisé, qui n'est pas formé, qui n'est pas wary, on peut mettre ce qu'on veut, il arrivera, si le jour où il arrivera quelque chose, il y aura des victimes. Voilà. Oui. Des questions? Oui, une petite question. Je vois que les confrères Machi ne sont pas très, très activés aujourd'hui. Je reviens sur les lieux, les ERP, les établissements recevant public. Pour les petits établissements recevant public, que ce soit par exemple un petit café, une petite agence, on prévoit, lorsqu'on prévoit un seul accès, c'est-à-dire, bon, on le dimensionne par rapport à l'effectif, admettons qu'il y a 2 UP, c'est-à-dire 1,40 m. Wesh, une seule porte, donc c'est la porte d'entrée, la porte de sortie, elle est suffisante. Parce que l'idée qu'on a, c'est quoi? Quand le lieu, il est fréquenté environ par 10 personnes, par exemple, trois collaborateurs, les visiteurs, donc ça fait une dizaine de personnes. Si le feu se déclare devant la porte d'entrée, comment ils vont être évacués s'il n'y a pas de fenêtre vers le local? Wesh, la réglementation, elle exige pour les ERP, avec un faible effectif, c'est-à-dire une dizaine de personnes, un deuxième accès, oui ou non? Ce qu'on appelle les petits établissements. Parce que les petits établissements, donc on part du principe que voilà, la surface dédiée au public, si c'est un café, on part la surface dédiée au public et on part sur un calcul défini par rapport à l'activité. Si c'est un resto ou un café, c'est une personne par mètre carré. Si c'est un bureau, une agence bancaire ou un bureau, donc systématiquement, on part sur une personne par 10 mètres carrés. Ça change. Et après, on a une espèce de seuil qui nous renvoie, si on est en petit établissement, où on rentre dans la catégorie des grands, entre guillemets. Si on est dans la petit établissement, systématiquement, on a une seule sortie. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est accompagné par rapport à la sensibilisation, la formation, l'utilisation des extincteurs, parce que les extincteurs, ils sont là pour les salariés afin qu'il y ait un départ de feu. Dès qu'il y a un départ de feu, ils les utilisent. Donc, ils sont là en tant que détecteurs d'incidents ou d'accidents. Donc, c'est à eux de réagir le plus rapidement possible. Ils sont là la réglementation impose l'entretien et la maintenance. Donc, elle minimise au maximum, elle réduit au maximum les risques, mais on ne met pas trop de dégagement. Pourquoi? Parce que même au jour d'aujourd'hui, la réglementation française, elle a changé l'année dernière. Il y a 2 ans, la réglementation elle a changé en termes de magasins. Là, vous me parlez de petits établissements. Moi, je vais vous renvoyer sur les grands magasins. Vous savez que les grands magasins en France, elle fait une personne par 6 mètres carrés. Ça veut dire que si vous avez 3000 mètres carrés, admettons que vous avez 3000 mètres carrés, les 3000 mètres carrés, ça vous donne 500 personnes qui rentrent. Et les 500 personnes, ça vous donne 2 dégagements, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on parle du principe que, voilà, dans les 3000 mètres carrés, on va voir des éléments, on va voir des moyens adéquats, comme le sprinklage, par exemple. Si c'est un magasin, il va avoir un sprinklage, il va avoir beaucoup de moyens. Mais on va voir 2 dégagements, pas plus. 2 dégagements pour les 500 personnes, pas plus. Pourquoi? Parce que on part du principe que mettre les moyens, on n'est pas là pour vendre de la sécurité. Oui, la sécurité, il en faut. Les moyens, il en faut. Mais il faut toujours la sensibilisation des personnes travaillant au sein de cet établissement. C'est primordial afin de gérer une situation X. Départ de feu, il faut que la personne a la formation adéquate pour utiliser l'extincteur.
il y a une évacuation à faire, ben, les personnes travaillant dans ce petit établissement ou grand ou moyen, c'est à eux de prendre en charge les clients afin de sortir. Donc, oui, une seule sortie, c'est largement suffisant si on suit derrière par une sensibilisation et une formation adéquate. Et bien sûr, voilà, hein, donc, pour gérer la situation. Une sortie, c'est largement suffisant. Des questions? Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assistance. Marhaba bikom, marhaba vos questions. Alors, bon, encore je rebondis. C'est-à-dire, vous avez suivi un peu le cours des événements des 2 derniers mois. Alors, on a, du point de vue dossier de demande d'autorisation, donc tout ce qui est administratif. On est passé la fin de l'année 2020, le début de 2021, par passer à l'application de la loi sur la protection incendie, c'est-à-dire qu'une loi qui a été votée en 2017, je crois, elle est applicable directement aujourd'hui. Alors, il y a un mécontentement total de la part des architectes et de la part des ingénieurs, donc les participants dans l'acte de bâtir et des promoteurs aussi. Alors, les architectes, pour cause, moi je suis architecte, je vous dis, la position du Conseil national des architectes, les conseils régionaux avec, c'est que la loi elle a été appliquée sans concertation entre le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'urbanisme, et les autres conseils régionaux. C'est-à-dire, il y a la loi, nous on ne peut pas faire changer la loi, elle est ce qu'elle est, elle doit être appliquée. Mais il y a le décret d'application. Le décret d'application, هو تنزيل القانون في أرض الواقع. عندك واحد القانون ولكن خصك واحد المسطره باش كدير له التنزيل ديالو وباش دير التنزيل ديال باش تنزل هذا القانون la moindre des choses c'est de commencer par une concertation avec les intervenants pour prendre les doléances ديالهم pour prendre les avis ديالهم et essayer de concocter un décret d'application une procédure d'application pour que les lois soient applicables c'est-à-dire à travers des étapes. Je dirais que par exemple, il aurait été, je crois, plus judicieux de ne pas appliquer la réglementation incendie sur toutes les catégories de projets, du moins dans un premier temps, et passer par exemple pour passer dans un premier temps à appliquer la procédure, la réglementation, c'est-à-dire la notice sécurité, les projets peut-être, je ne sais pas moi, les IGH, les ERP, les grands projets, mais pas pour les R+1, les surélévations, un rez-de-chaussée rural. Donc, هذا هو المشكل اللي عندنا في هذه البلاد هذه. Parce que on vote des lois, les lois elles passent entre les hauts responsables, les deux chambres, les discutifs les deux chambres, puis elles sortent un jour. On بعد le décret كنخرجوه d'une façon, je dirais, abusive. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'il y a un blocage pour le moment, hein. Il y a un blocage, un vrai blocage, et ça tombe très très mal parce que l'année 2021, c'est juste après la pandémie, c'est toujours la pandémie, et donc il y a une situation de blocage. Même le ministre, même la ministre, elle a perdu un peu ses. L'application, on la retarde encore d'une année, ou là, bon. Même personne ne comprend plus rien à ce qui se passe. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, nous, on l'a suivi, hein, cette réglementation, cette loi plutôt. Cette loi, on l'a suivie. Donc, mais c'est vrai que ça nous est tombé d'un seul coup, nous aussi, sur la tête. Je suis tout à fait d'accord qu'à partir de R+3 en dessous, il n'y a pas de raison d'avoir une notice de sécurité pour ce bâtiment, pour ce type de classement. R+3 en dessous de R+3, franchement, il n'y a pas d'obligation.
moi, je pense que ça aurait été plus judicieux de mettre une espèce de, voilà, d'un petit de papier, d'un formulaire de classement, parce que c'est vraiment, c'est des petits projets, la villa, l'R+1 jusqu'à l'R+3, de mettre une classification, parce que la classification, elle est moins contraignante et elle est très, très simple. Première famille, deuxième famille, ce que j'ai expliqué la dernière fois. Première famille, il met une espèce de formulaire, comme à la française, comme en France, une espèce de formulaire que l'architecte doit remplir. Parce que pourquoi? C'est des petits établissements qui n'ont pas lieu d'avoir un bureau d'études sécurité incendie agréé pour les R+3 en dessous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je ne vous cache pas que nous, au jour d'aujourd'hui, on va y envahir par les villas envoyées par les R+1, R+2, mais on est obligé de suivre, mais on ne comprend pas. Moi, je suis pour et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le deuxième point, c'est que la responsabilité, parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui parlent de responsabilité. Et la dernière fois, comme j'interviens aussi pour l'ordre des architectes MCNAS-FS, et eux, ils imposent carrément la signature sur le plan du bureau d'études, du bureau de contrôle. Ça, je suis pour. Moi, je suis pour. Pourquoi? Puisque vous vous engagez sur le dimensionnel, sur la notice, vous signerez la notice. Pourquoi ne pas le bureau d'études et le bureau de contrôle signent aussi les plans? Comme ça, il y a un engagement aussi. Ce qui était mis sur la notice doit être validé sur ce qui est sur le plan. Parce que voilà, sinon, l'un, ça ne va pas avec l'autre. Donc voilà, ça c'est mon sentiment. Mais vraiment, il faut que, voilà, nous aussi, on attend que ça change, que au moins les petits projets, qu'ils laissent dans une année ou carrément ils les font basculer chez vous, hein, les architectes, et que nous, on intervient sur des lotissements des R+4. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une catégorie plus intéressante et plus, voilà, on parle de l'accessibilité, on parle des appartements, voilà, aveugles, on parle de deuxième escalier, on parle de… Là, on rentre vraiment dans le plus contraignant. Pourquoi? Parce que la densité d'occupation aussi, c'est plus important que les R+3, R+2, R+1, où on trouve un appartement par niveau, où on trouve, voilà, la densité d'occupation elle est tellement moindre que le risque il est très minime, et même les obligations élémentaires, ils sont très minimes. On parle d'un stabilité fait un quart d'heure, stabilité fait une demi-heure, et les moyens adéquats qui vont derrière, il n'y en a pas, sauf la voie, on parle de bois et tout ça, c'est ça la notice. Hein. Donc voilà, hein, sur les petits projets. Donc oui, on attend nous aussi que ça change, parce que on ne peut pas tenir non plus. Hein. On ne peut pas tenir dans ce sens, surtout les petits projets. Les petits projets, on voit défiler dans nos bureaux le coiffeur, les surélévations, ce que vous avez dit, et voilà, et des petits projets, et voilà, que vraiment, ils n'ont pas lieu d'être. Voilà, les bureaux d'études, ils n'ont pas à intervenir sur ces petits projets, pour moi. C'est moi, c'est vrai. Merci. Momli. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Marhaba pour, voilà, il est 18h14. Pour la dernière réunion, merci encore beaucoup pour tout. Hein. Bravo. Alors, faites-moi souffrir comme Fes Meknes. D'accord, ok. Fes Meknes, il me faut souffrir. Hein. Il me lâche à 20h chaque fois. Ah, ok. Il me faut souffrir. Mais c'est vrai. Non, j'ai vu comment ils ont organisé. Ils ont organisé ça plutôt au conseil. Donc, les architectes étaient présents pour suivre votre présentation dans le siège du conseil. Ce qui fait qu'effectivement, avec les discussions entre eux, sûrement, ça a duré plus longtemps que prévu. Ça dépend tout le temps. Ça dépend tout le temps. D'accord. Les confrères et les confrères, vous avez encore des questions pour Siadine? Marhaba. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle… Bonjour, je m'appelle Siem, je suis architecte de Casa. Je vous remercie infiniment pour l'initiative, pour les efforts de tout le monde.
C'est vraiment très enrichissant. Et au fait, j'ai une petite question. Je m'excuse en avance si c'est déjà expliqué ou si au moins c'est hors sujet pour la séance d'aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai besoin d'une petite explication. Au fait, la question, il n'est pas spécifique à un cas particulier, mais il est grosso modo général. C'est par rapport à ce moyen de secours, ou plutôt de protection qui est le détecteur incendie, qui est de différentes, apparemment, qui semblent être de différentes familles et classes, avec ces alarmes en appui. Est-ce qu'il y a une règle générale qui peut nous aider ou bien c'est assez compliqué qu'il me semble depuis que je suis en train de découvrir ça avec les sapeurs-pompiers? Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est un point qui me semble assez compliqué. Au fait, je n'arrive pas à le gérer, même en lisant la documentation disponible. J'arrive pas, au fait, à comprendre comment on affecte le bon détecteur incendie avec la bonne famille d'alarmes. Merci d'avance. De rien. Donc, on parle de ce qu'on appelle le système sécurité incendie. Le système sécurité incendie, c'est la centrale. C'est la centrale, c'est un ensemble de matériel. Donc, il a trois fonctions. Il détecte, il analyse et il met en sécurité l'établissement. Il détecte par le biais de détecteurs, ce que vous avez dit. Les détecteurs, il y en a toutes sortes de détecteurs. On a un détecteur de fumée. Donc, un détecteur de fumée, dès qu'il y a la fumée, donc il déclenche, il renvoie une information à la centrale. On a un détecteur de thermique par rapport à une certaine température qui est toujours 68 degrés. À partir de 68 degrés, dès que ça arrive à 68 degrés, il renvoie l'information à la centrale. Et on a un autre détecteur, ce qu'on appelle le thermovélocimétrique. Ça veut dire que lui, il réagit à la montée brusque de la température. Et après, on a tout ce qui est optique de flamme, optique de fumée, optique de flamme, pardon. On a un détecteur d'optique de flamme. Optique de flamme, ça veut dire qu'il voit les infrarouges des flammes et après, il renvoie l'information à la centrale. Comment ça se passe? En termes d'installation, la réglementation ne définit pas un détecteur dans tel endroit ou tel endroit. Ça se fait par rapport à une analyse des risques. Dans un bureau, on va mettre des détecteurs de fumée. Si dans une cuisine, on ne va pas mettre un détecteur de fumée. Si on met un détecteur de fumée, on va avoir des fausses alarmes tout le temps. Dès qu'il y a la vapeur, parce que lui, il ne fait pas la différence entre vapeur et fumée. Donc, systématiquement, on va mettre dans une cuisine ou chaudière ou chaufferie, on va mettre, pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la chaleur ou de la fumée, ça peut engendrer de la fumée. Donc, systématiquement, on va mettre des thermiques, voilà, le détecteur thermique. Donc, chaque détecteur, on va le mettre adapté par rapport à un local défini. Donc, c'est ça la centrale. Et une information à la centrale. La centrale, c'est qu'il faut savoir que ce système de protection engendre ou impose que la centrale soit mise à côté d'un poste de travail. Ça veut dire qu'il y a une permanence de poste de travail, soit à l'accueil, par exemple dans un bureau et tout ça, soit vers la sécurité. Donc la sécurité, on met la centrale. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours une surveillance. Pourquoi? Parce que dès qu'on reçoit une alarme, ce qu'on appelle l'alarme restreinte, ça veut dire qu'il reçoit la partie, là où il y a le bureau, c'est eux qui reçoivent l'alarme les premiers, les autres, ils ne sont pas au courant. Donc le bâtiment, ça engendre rien, il n'y a rien qui se déclenche dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que la réglementation, ça nous donne un petit 5 minutes entre le déclenchement du détecteur, le renvoi de son information à la centrale, la réception d'informations par rapport à la personne qui est à la centrale dans ce local et ce qu'on appelle la levée de doute et d'aller chercher l'information exacte. Pourquoi? Parce que la réglementation, on met le matériel, oui, mais on ne fait pas confiance au matériel à 100%. Donc, ça veut dire qu'il nous faut envoyer un humain pour être sûr que l'alarme qu'on a reçue, que vraiment il y a un incident ou un accident ou il y a quelque chose. Donc, ce qu'on appelle la levée de doute. On a les 5 minutes entre la réception de la première détection et l'alarme générale. On a 5 minutes. Donc, on renvoie quelqu'un pour voir qu'est-ce qui se passe. Et après, si ça dépasse les 5 minutes, donc on met trop de temps pour réagir, systématiquement, la centrale, ça envoie l'alarme générale pendant les 5 minutes, ça ne s'arrêtera pas. Si on réagit, on va chercher l'information et on trouve sur la levée de doute qu'il n'y a pas
Il n'y a pas il y a pas de lieu d'être. Donc, ça veut dire que il peut avoir un coup de balai, il peut avoir quelqu'un qui a fait une perceuse et donc ça fait de la poussière. Donc, systématiquement, lui, il fait pas la différence. Donc, systématiquement, on va aérer, on va dire à la centrale, on va mettre le code, on va faire en sorte que l'alarme générale ne se déclenchera pas. Donc, c'est ça le type. Et ce système d'alarme, il n'est pas imposé partout. Ce qu'on nous on voit sur les plans, c'est que systématiquement, on met les détecteurs. Les détecteurs, ils ne sont pas obligatoires partout. Donc, on a des catégories de centrales. On a la centrale, ce qu'on appelle le SSI A, la catégorie A, B, C, D. On a 5 catégories. Le A, c'est le plus contraignant, c'est là où il y a les détecteurs. Là, c'est vraiment dans les locaux à sommeil, ça veut dire les cliniques, les hôpitaux, c'est obligatoire. Donc, systématiquement, on le met, je parle dans les ERP, on le met systématiquement. Dans les centres commerciaux, on ne le met pas. Dans les centres commerciaux, on met ce qu'on appelle le B. Donc, ça veut dire qu'on ne met que le déclencheur manuel, le boîtier rouge qu'on met devant les sorties, mais on ne met pas de détecteur. Pourquoi? Parce que la hauteur, elle est très importante. Parce que le détecteur, dès qu'il dépasse les 5 mètres en hauteur, il n'y a plus d'efficacité. Pourquoi? Parce que lui, il attend la fumée. Mais si on le met à 10 mètres, donc pour que la fumée monte à 10 mètres, c'est bon, on a la propagation de feu et c'est trop tard. Donc, l'efficacité, ce qu'on appelle l'alarme précoce, on ne l'a plus systématiquement. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas systématique, mais s'il est là, il faut qu'il suit les obligations alimentaires. Ça veut dire qu'il faut que la centrale soit réceptionnée, que soit mise dans un local qui a un poste de travail systématique. Donc, voilà, je pense que j'espère que j'ai répondu à votre question. Si c'est ça, Oui, ou oui, oui, je peux bien sûr. développer plus. Oui, en fait, non, si vous me permettez de vous orienter un petit peu vers un autre point qui me dérange, Oui. c'est est-ce qu'on peut l'éviter? Ça veut dire, est-ce qu'on peut, parce que je ne vous cache pas que selon ma petite expérience avec les maîtres d'ouvrage, ils sont généralement gênés par l'installation de cet équipement. Alors, est-ce que c'est une obligation dans tous les genres, dans tous les équipements? Et deux, est-ce qu'on peut le remplacer par un autre moyen? Merci. Obligation réglementaire, non, ce n'est pas systématique. Il est obligation, donc ça par rapport à un type d'établissement. Ça veut dire dans le bureau. Si on prend bâtiment, bureau, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas de détecteur dans le bureau. Mais par contre, sur des plans, on trouve des détecteurs. On les enlève. On les enlève, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Ce n'est pas systématique. C'est par rapport à la catégorie de votre établissement, par rapport au type de votre établissement. Comme je vous ai dit, clinique, hôpital, hôtel, c'est obligatoire. Tous les locaux à sommeil, ils sont obligatoirement, là on ne parle pas. Là, c'est systématiquement, on met un détecteur. Mais tout ce qui est bureau, centre commercial, voilà, type d'autres autres types d'activités, ce n'est pas une obligation réglementaire. C'est une spécificité, la détection. Mais si on pourra le remplacer par un autre élément, c'est non. Donc, s'il est imposé, il faut le mettre. Mais s'il n'est pas imposé, vous le mettez, il faut se conformer à la réglementation. Donc, c'est ça le piège. Donc, s'il est imposé, il faut le mettre. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais s'il n'est pas imposé, vous le mettez, vous êtes obligé de vous conformer à la réglementation, le régissant. Donc, il y a une précision dans la réglementation, on peut trouver facilement, on peut détecter facilement, on est obligé de le mettre. Vous avez dans les annexes, si vous partez sur la réglementation, le 1510-2014, la réglementation régissant la sécurité incendie au Maroc, ce qu'on appelle le décret de 1510-2014, dans les annexes, vous allez trouver un tableau. Dans le tableau, vous allez trouver chaque activité, votre activité, la catégorie de votre activité et les obligations réglementaires. Est-ce qu'il est obligé ou pas? Mais c'est quelle catégorie que vous avez? Donc, je peux le partager si vous voulez. Je peux le partager, comme ça on regarde directement. Donc, je l'ai là. On peut le partager, comme ça on va le voir directement, comme ça vous aurez une idée dessus. Voilà. Après, je partagerai ça. On va voir directement sur les annexes et après, je partagerai ce tableau et après, vous verrez que ce n'est pas automatique.
Là, je vais faire le partage. Vous l'avez? Vous l'avez le partage? Oui, Donc oui, voilà. on voit l'annexe 2. Voilà. Là, vous avez la catégorie. Carrément, vous l'avez, ça, c'est les annexes dans le décret du règlement régissant la sécurité incendie. Là, vous voyez un petit peu dans les J, ce qu'on appelle les J, c'est les centres de, plutôt les établissements régissant les handicapés et les plus âgés. Donc, voilà, c'est les maisons de retraite. Les maisons de retraite et les maisons pour les handicapés. Ben, systématiquement, puisqu'il y a des locaux sommeil, ben, systématiquement, vous avez la plus contraignante. Voilà le A. Le A, c'est le plus contraignant, c'est la détection. Donc, dès que vous voyez le A, c'est la détection systématique. Vous voyez que ce n'est pas une obligation. Là, on voit AA. C'est juste pour ce type et pour tout ce qui est théâtre, au-dessus de 3000 personnes. Par exemple, le théâtre de Grande Casa, le Grand Théâtre de Rabat, ils ont l'obligation de mettre le A. Et après, si vous regardez, et après, on bascule sur le O. O, c'est hôtel. Donc, tout ce qui est hôtel, c'est obligatoire. Voilà, vous avez le A. Et après, tout ce qui est, voilà, ici. Ici, tout ce qui est école, lycée, collège, mais avec des locaux sommeil. Voilà, là, on met le A. Systématiquement, on met la détection. Et après, on regarde. Là, c'est tout ce qui est centre de documentation, archive, puisque le risque il est très élevé, donc on met la détection. Et après, ici, les types, voilà, tout ce qui est hôpital, clinique, c'est le type U, donc systématiquement, c'est le A. Et après, vous regardez, il n'y a pas d'autre. Et après, on descend sur tout ce qui est OA. OA, c'est les hôtels d'altitude. Là, vers les hôtels d'altitude, donc systématiquement, tout ce qui est local sommeil. Si vous regardez, tout ce qui est local sommeil, et là aussi, c'est petit établissement. Donc, le PE, voilà, pour les petits établissements, dans les petits hôtels, vraiment les tout petits hôtels. Donc, le A. Si vous regardez, en gros, c'est que dans les locaux à sommeil et il y a une spécificité, c'est dans les théâtres qui dépassant les 3000 personnes. Ben, c'est tout. Et après le reste, il n'y a pas d'obligation. Si vous regardez, c'est ça, le tableau. C'est ça. On se base sur cette annexe-là du règlement pour voir la catégorie de votre centrale à voir. C'est bon? Oui, c'est parfait. Merci infiniment. De rien, avec plaisir. Des questions? Alors, bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Tabarakallah alayk, Si Adil, tu as épuisé donc toutes les questions de nos consoeurs et nos confrères. Et bon, il y avait une question sur le chat, comme quoi est-ce qu'on peut avoir les enregistrements et surtout les supports. Oui, ils seront disponibles sur le blog du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger. Il est déjà donc 18h30 et je pense que c'est le moment de se quitter et de remercier notre formateur, Si Adil Fawzi. Vraiment un grand merci à vous. Tabarakallah alayk, et merci pour toutes ces séances de formation. Merci. Et je vous dis à bientôt, hein, peut-être dans une prochaine série de formation, on verra. Inch'Allah, bihamdillah. Sur votre disposition, comme vous voulez, avec plaisir. Merci encore, merci beaucoup. Je vous remercie de la part de toutes les consoeurs et tous les confrères de notre région et aussi des autres régions qui ont suivi la formation. Merci. Et merci, donc, bon courage et au revoir. Allez, merci, vous pouvez mettre fin à la réunion vous-même. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.